On va faire un petit tuto de Cost Explorer parce que je sais pas combien vous dépensez. Ça me rend dingue de lâcher du 1000, 2000, 4000, 5000 en fonction de la taille de votre infrastructure. Donc pour optimiser tout ça, en fait, il faut utiliser correctement les outils qui nous sont mis à disposition. Et pour ça, on a un outil qui s'appelle AWS Cost Explorer. Je suis sur le compte d'un de nos clients qui a accepté de nous laisser à disposition un de ses comptes. Déjà, il y a des choses qui sont assez intéressantes à faire. C'est voir comment on a construit les comptes. Structurer un compte AWS, c'est hyper important. Quand vous arrivez sur AWS, vous avez d'abord un compte qui route, qui détient en fait toutes les connaissances de base. Il faut savoir que AWS ne peut pas payer plusieurs comptes. Donc vous pouvez créer une organisation de votre entreprise. Donc c'est AWS Entreprise Organization. Vous avez votre organisation AWS. Dedans, vous avez au tout début un compte route. Ce compte route là, il est possible de créer plusieurs sous-compte. Nous, ce qu'on conseille, c'est de créer un compte de service. Donc le compte de service, à quoi il sert? Il sert à avoir la connaissance, de manière générale, de tout ce qui est partagé entre toutes vos applications. Si vous êtes une société qui avait une, deux, trois applications, vous avez un compte qui va détenir, par exemple, les images Docker, qui va détenir, par exemple, des fichiers. Je ne sais pas si, par exemple, vous voulez mettre à disposition les logos de l'entreprise. Ça peut être plus intéressant de le mettre dans un S3, qui est dans le compte de service. Après, il va falloir créer des comptes par application et par environnement. Quand je dis par environnement, souvent il y a deux environnements, ça suffit, ça sert à rien d'en créer beaucoup plus. Un de production et un de non-production, ça suffit. Pourquoi on s'amuse à avoir deux comptes pour une seule et unique application? Déjà, l'idée c'est de cloisonner la connaissance, cloisonner les potentielles erreurs, et pour pouvoir rendre vos équipes de dev autonomes. Il est hyper important que vos équipes de dev puissent comprendre ce qu'ils déploient et leur donner accès à leur environnement. Si vous coupez par un compte, vous pouvez laisser libre ce compte à des équipes. C'est beaucoup plus simple à gérer d'un point de vue IAM. Dans ces comptes, pourquoi on fait deux comptes, pourquoi on a deux comptes par application et par environnement en fait? On a un compte par environnement. Le truc qui est important, c'est que avoir un compte par environnement, ça vous permet de pouvoir vous mettre en situation. L'idée elle est simple, hein. Vous déployez un truc en production, ça crache, ça marche pas, vous rollbackez la production et vous reproduisez le comportement en hors production. L'idée c'est de reproduire le comportement et de débugger. Bien sûr, on n'agit pas pareil, hein. Si on est une société qui va travailler dans le médical où le downtime, ça veut dire ne pas pouvoir accéder au dossier des patients, un peu rude, donc du coup il y a un downtime qui doit être le plus court possible, quoi. Il ne doit pas exister. Ces deux éléments sont très importants, ça vous permet de reproduire et aussi de pouvoir quantifier ce que fait votre production. Parce que ce qui nous intéresse, c'est quel est le coût de l'infrastructure pour un user. Ça, c'est une valeur qui est très intéressante pour les CTO ou pour les dirigeants. En fait, combien va coûter mon infrastructure pour un seul utilisateur? Et donc du coup, je sais scaler. Si je sais cette donnée-là, je suis capable de me dire, ok, à 1000 utilisateurs, je dépense tant, à 10 000, je dépenserai à peu près tant. Et le fait de découper, ça vous permet très simplement de savoir qu'est-ce qui est utilisé par vos devs, qu'est-ce qui est utilisé dans le côté recherche innovation et qu'est-ce qui est utilisé dans le côté production pour vos utilisateurs directement. Derrière, on fait ce qu'on appelle du VPC peering. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une connexion directement entre le compte de service et les comptes des apps. Parce qu'un autre élément que j'ai pas mis, c'est que là, on peut mettre les devs qui vont se connecter en VPN par le compte de service. Ça vous permet d'être sûr de gérer les connexions, de gérer les entrées-sorties. Vous avez un point où les gens ils rentrent, ils sortent. Si vous voulez couper le robinet, vous le coupez à un point. Vous sécurisez tout le reste. Vous autorisez les gens qui se connectent, tel dev il a le droit d'accéder à telle app ou autre. Le stagiaire, peut-être qu'il a accès que à la non-production, il a peut-être pas accès à la production. Par contre, toute l'équipe de dev globalement a accès à tout. Et là-dedans, s'ils pètent un truc, ils n'impactent pas les autres applications. Voilà. Donc ça permet vraiment de containeriser, de séparer les choses et vous êtes plus prudent là-dessus. Donc du coup, à la fin, on se retrouve avec un truc qui ressemble un peu à ça. Bon, là, on a décidé de créer un truc de sandbox parce que il y a des tests, un compte de démo qui, à mon sens, pas très bien utile. Ça aurait pu être un namespace directement dans production par exemple, hein, parce que c'est ce qu'on veut, que ça soit accessible depuis internet. L'avantage de production et non production, c'est que production peut avoir accès à internet et non production n'a pas accès à internet. Et au moins vous évitez potentiellement un hack plus facile que si vous ouvrez connexion internet. Si vous ouvrez un port pour faire des tests, pour vous amuser, pour essayer, et potentiellement on peut vous faire hacker plus simplement. Donc quand vous avez construit et organisé votre compte, il faut mettre en place des budgets que vous êtes capable de maintenir et surtout il faut les poser en accord avec la comptabilité et après il faut les créer. Donc créer un budget c'est assez facile. Voilà, donc là on est dans un exemple, dans Cumulus Production, on a deux alertes. La première, en fait, elle est par jour. L'idée c'est de se dire on est un peu au-dessus de ce qu'on dépense, mais l'idée c'est de voir le plus tôt possible dans le mois si on commence à partir en vrille. S'il y a un problème, s'il y a un truc qui a explosé, parce qu'on a tous vécu cette facture AWS qui sort de nulle part, qui coûte une blinde et qui n'a pas été anticipée. Et donc faire un paiement au mois, j'ai déjà vu des devs oublier démarrer des machines qui coûtaient extrêmement cher, les oublier une ou deux, après on doit les payer alors qu'elles ont servi strictement à rien. Donc il y a deux choses à voir en fonction de chaque équipe, mais nous il y a deux éléments pour nous qui sont très importants, c'est un,
de mettre au mois, et de 2, de mettre à la journée. Au mois, le but, c'est de faire un résumé, de dire, bah voilà, on a atteint notre 80% du maximum du budget. On peut voir que là, on est quasiment à la fin du mois. L'alerte a été déclenchée parce qu'on est à 700 € de budget. Là, pour l'instant, on est à 800, quasiment à la fin du mois. Donc là, ça veut dire que bah, les devs, ils savent qu'ils ont un travail à faire sur les prochains sprints pour trouver des façons de réduire ce budget. Ou alors, si c'est pas possible, bah, faut négocier avec la compta. Parce qu'un dev, hein, il va consommer le maximum de CPU. Hein, donc, si vous voulez, si vous lui donnez du CPU et de la mémoire à revendre, lui, il va toujours tout utiliser. Hein. Il n'a pas de raison d'optimiser ce coup-là. C'est du travail pour lui, donc d'optimiser. Donc, du coup, il y a un maximum à ne pas dépasser, à ne pas franchir. Il faut encadrer tout ça. Et par jour, l'idée, c'est de capter le plus tôt possible, dès qu'on commence à partir en vrille. On va créer ensemble un petit budget, en fait, avec une alerte à 1000 € pour savoir comment ça fonctionne. Moi, je vous conseille d'utiliser le mode Customize, simplement parce que bah, ça se customise plus facilement et ce qu'on veut, c'est être assez précis. Donc là, on va regarder un cost budget pour dire, bah voilà, tu as excédé le budget, on va donner un budget à une équipe de dev. On va l'appeler de telle manière, du coup. L'idée, c'est de respecter une nomenclature prédéfinie et qui soit la nomenclature de toute la boîte pour toutes les alertes. Parce qu'il faut se rendre compte que Cost Explorer, ça sera pas la seule alerte avec lesquelles les développeurs vont être prévenus. Les développeurs vont être prévenus également d'alerte manager, d'une consommation excessive de CPU, de manque d'espace disque, etc., etc. Donc du coup, il faut être très nomenclaturé, si je peux me permettre du terme, dans vos nommages de budget d'alerte. Donc nous, on a une nomenclature quand même bien, qui est à peu près celle-là. Donc on commence par le type d'alerte, on continue par le projet, l'équipe, le seuil de déclenchement. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit clair. Faut que je veux lire le titre, je veux comprendre de qui ça parle, d'où ça vient et pourquoi ça arrive dans la boîte mail. C'est tout. Et le dernier truc qui est important pour moi, c'est le critère d'urgence. Donc voilà, donc nous on a 3 niveaux: info, important et urgent. Info, on essaie d'éviter d'en mettre parce que c'est un risque de prévenir un peu trop de trucs, mais bon, il y a des fois, il peut y avoir des infos vraiment importantes. Donc du coup, on va mettre des alertes en type info. Important, c'est la team, c'est à regarder et à intégrer dans vos sprints. Urgent, c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc du coup, moi je vous propose un truc, c'est Cost Explorer. Donc du coup, parce que ça vient de Cost Explorer. L'équipe, c'est cumulus de production. Le seuil de déclenchement, c'est 90% du budget, maximum du budget, et on va se mettre en monthly. Et c'est important. C'est pas urgent parce que si vous avez, en fait, ça dépend à quelle date ça tombe. Si ça tombe le 2 du mois, du coup c'est urgent. Mais globalement, il faut définir que si cette alerte là, elle tombe, c'est trop tard. Donc il faut intégrer dans le sprint une réduction des coûts, super important. Donc là on le veut monthly, on le veut le démarrer maintenant. Vous avez plusieurs façons de gérer la suite de ça. Vous pouvez mettre un budget fixe comme là on va faire. On peut aller très loin, on peut planifier par mois combien je vais devoir. Par exemple si vous avez un business qui est très cyclique, par exemple qui l'été va exploser et l'hiver va être très léger, ça peut être intéressant. Donc nous on est en fixed, donc moi on s'est dit bah voilà, par exemple on a le droit à 1000 € de budget par mois, c'est notre budget. Donc on sait, voilà, on a le droit d'avoir 1000 €. On veut prévenir à 90% de cette valeur-là, donc on va intégrer 1000 € dedans. Vous pouvez qualifier et faire par scope, hein, donc du coup vous pouvez filtrer par service. Donc ça peut être potentiellement intéressant, typiquement si des gens travaillent sur le cluster cube, vous pouvez mettre le service EKS, ne doit pas dépasser tant, s'il y en a qui travaillent sur du data lake, l'équipe data, etc., etc. Ce qui est sympa dans le filter, c'est que vous pouvez ajouter des tags. Donc ça peut être sympa, c'est que ça veut dire que vous pouvez dire typiquement tout ce qui est le cluster, Kubernetes Cluster, et qui a la valeur Cumulus, vous pouvez l'envoyer à telle et telle équipe. Donc ça c'est intéressant. Nous, vu qu'on a découpé par application, on va faire tout le compte AWS. De toute façon, une équipe de développeurs s'occupe de deux comptes AWS, un production et un hors production. À partir de là, du coup, on va mettre un threshold à 90% de notre budget. Et l'email, je vous recommande fortement d'intégrer votre dirigeant sur ce genre d'alerte si vous pensez que c'est pertinent, mais surtout je vous recommande vivement d'intégrer vos devs. Il faut que les devs soient au courant. C'est hyper important que les devs sachent qu'ils ont enfreint une limite. C'est hyper important de leur rappeler régulièrement qu'ils doivent faire attention à leurs coûts, parce que le nombre de devs qui a oublié une machine qui coûte extrêmement cher et qu'il l'a laissée pendant 3 semaines, un mois, et même il en a créé 2-3 parce qu'il avait oublié qu'il en avait créé une, ça arrive, c'est humain, mais pour ça il faut leur rappeler que c'est à eux de faire attention. Il faut rappeler que s'ils poncent toute la trésorerie de la boîte, derrière, c'est la boîte qui les paye, quoi. Donc du coup, ils doivent faire gaffe à ça, c'est un peu aussi leur argent, parce que s'il n'y a plus tout dans la boîte, les salaires vont pas être mirobolants, si je peux me permettre. Donc du coup, pinguez directement vos équipes. Donc là, si c'est l'équipe Cumulus, on va envoyer un mail à cumulus@zuno.io. N'envoyez pas un mail là-dessus, il n'y a absolument personne derrière. Et une zone MX don't exist. Voilà, et donc du coup, par exemple, si vous me créez ça, vous pouvez le créer, et derrière, ils seront prévenus, et au moins
moins tout le monde soit au courant. Et ça leur permet aussi de leur taper sur les doigts. Parce que si le mail a été envoyé 3 fois et qu'au bout de 4 mois, ils n'ont toujours pas résolu le problème, c'est peut-être à vous de leur dire que bah, j'ai la preuve en fait. Vous l'avez déjà reçu 3 fois. Stop. Une fois que c'est créé, next, il n'y a pas grand chose à faire. Un petit récapitulatif et c'est parti. On peut voir qu'on a notre alerte qui est arrivée. Donc c'est top. En plus, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir en fait si elle aura été déclenchée, quand est-ce qu'elle a été déclenchée et à quel moment. Donc là, on voit le budget et on voit le seuil auquel elle est déclenchée. Très intéressant. Du coup, Cost Explorer, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de comprendre et d'analyser, de faire des graphes pour voir qu'est-ce qui coûte cher, pourquoi ça coûte cher. Il y a 2 éléments qui peuvent vous intéresser. Le premier, c'est que vous pouvez calibrer ça par service. Donc là, quand on arrive dessus, on voit qu'on dépense à peu près en moyenne 1200, 1400 € par mois. Vous pouvez voir qu'est-ce qui coûte cher. On peut voir que c'est EC2 Other qui coûte cher. Donc ok, on a lâché de EC2 Other, mais est-ce qu'on pourrait pas le grouper par autre chose que par service? On peut le grouper par linked account. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut voir qu'on a un prix par account. Donc là, on sait que le cluster démo a coûté plus cher que le cluster de staging. Donc il y a dû avoir plein de démos de ce service-là et un peu moins de travail des devs. Donc là, c'est intéressant de s'en rendre compte. Donc vous pouvez évidemment calibrer par time range. Voilà, ça c'est la classique. Le premier élément le plus important, c'est le group by qui va vous permettre très rapidement de savoir d'où ça vient, de quelle région c'est. Globalement, cette personne-là, elle est en Irlande et il n'y a quasiment rien dans les autres. Donc là, c'est intéressant, c'est que vous pouvez voir par région. Là, nos régions, c'est les taxes. Donc c'est la TVA et tout ça que vous pouvez payer. Du coup, assez intéressant, vous pouvez assez facilement choisir votre service qui vous intéresse en faisant des recherches. Vous pouvez inclure et exclure. Tous vos comptes se retrouvent là-dessus et vous pouvez rechercher dessus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de grouper par quelque chose, donc de grouper par service, pour savoir un peu là où vous dépensez le plus d'argent. Évidemment, le premier truc à réduire, c'est celui qui vous coûte le plus cher et d'aller regarder en détail en fait ce que c'est. Il y a plein de fonctionnalités pour récupérer comme un CSV ou sauvegarder le report. Il y a un autre élément qui est assez pertinent, c'est le Cost Allocation Tag. Ce que ça vous permet d'activer des tags. De base, ils sont désactivés. On peut voir plusieurs tags qui sont inactifs. Et vous pouvez activer des tags qui peuvent être après utilisés pour grouper, pour faire des recherches dessus. Les tags vont vous permettre de faire des croisements. Il faut savoir que dès que vous activez un tag, là comme ça, quand vous allez télécharger un report, il va être marqué. Donc vous allez avoir le prix pour un tag. Donc déjà quand vous allez télécharger des reports, après vous allez pouvoir retrouver ces tags directement dessus, pouvoir les sélectionner en disant rajoute-moi la description des tags. Et puis après vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc vous allez pouvoir filtrer directement sur tous les éléments. Et on peut voir que les tags qui sont pas enabled, en fait ils sont pas là-dedans. Voir combien vous coûterait un vieux cluster qui tourne encore à l'heure actuelle. On peut voir qu'il a coûté 3 €. On peut voir que par exemple un vieux cluster, EKS Cluster 1.8 qui était créé avant et qui avait le tag own, et ben il a encore une vieille ressource qui doit traîner parce que dans EC2 Other, on a eu un pricing de 3 $ là-dessus. Donc il doit avoir une vieille ressource qui doit traîner. Et ça c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez regarder par cluster name, vous pouvez utiliser les tags et pour afficher ce qui a été dépensé. Et en plus, vous pouvez grouper par tag. Donc vous pouvez faire des recherches et des groupes en vous disant, voilà, je vais rechercher par cluster name. Et donc là, du coup, je vais pouvoir regarder exactement qu'est-ce qu'il a dépensé. Par exemple, donc si je filtre par tag et que je choisis, par exemple, par namespace, les PVC par namespace, et du coup, je me retrouve à voir que monitoring, c'est la partie qui me coûte le plus cher comparé à Kubescape et qu'on a un PVC qui coûte le plus cher. Quand vous faites des recherches là, par exemple par Kubernetes Cluster, donc là il y en a un qui a coûté plus cher que les autres, vous pouvez sélectionner un service spécifique pour savoir qu'est-ce qui a coûté le plus cher là-dedans, quels sont le prix des EC2 instances par cluster, et vous pouvez faire des recherches qui sont beaucoup plus affinées. Vous pouvez sauvegarder ces reports pour pouvoir les retrouver plus facilement après dans toute votre recherche au quotidien, et donc après vous créez des dashboards à vous. Voilà, donc pour faire un résumé, 3 choses à retenir. Premièrement, organisez correctement vos comptes AWS. Deuxièmement, structurez vos budgets et nommez-les avec une nomenclature qui soit claire. Et troisièmement, prévenez vos équipes, prévenez-les, intégrez-les au process de réduction de coûts. Et vous verrez que dans quelques mois, vous aurez une nette amélioration de vos coûts parce que AWS n'a absolument pas besoin de votre argent.